je vous l'annonçais, regardez un peu les impacts et les perceptions des principaux intéressés idéalement quant à la représentativité. Et j'ai 3 invités, une qui est par Zoom et que je suis tellement contente de rencontrer pour, je crois, la première fois, Madame Potvin. Je pense qu'on ne s'est jamais rencontrés. Moi, je pense qu'on s'est déjà rencontrés. Ah bon, c'est mon grand âge, c'est mon grand âge. Ben, moi, je vous suis depuis longtemps, puis j'aime beaucoup votre manière de faire vos recherches, mais je n'avais pas l'impression de vous avoir rencontré. Bon, j'ai animé pas mal de gens dans ma vie. Ça doit Je être pense, ça. oui. Alors, alors, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas cette femme remarquable, il s'agit de Maryse Potvin, qui est professeure au département d'éducation et formation spécialisée à l'Université du Québec à Montréal. Elle est aussi co-titulaire de la chaire France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression, mais c'est surtout une chercheure, politologue et sociologue qui, depuis 25 ans, dans ses travaux, aborde les rapports ethniques, le racisme, le populisme, l'équité, l'inclusion, autant dans les politiques que les pratiques institutionnelles et dans les discours. Bonjour et merci d'être avec nous, Madame Potvin. Bonjour. Euh, à mon extrême gauche, Adèle Garnier. Madame Garnier est professeure agrégée au département de géographie de l'Université Laval. Elle est membre du CELAT et elle n'a pas la langue dans sa poche. C'était passionnant de discuter avec elle pendant la pause. Et, et la troisième, et non la moindre, Chan Tep, qui est conseillère en équité, diversité et inclusion à Radio-Canada. Donc, elle aura toutes sortes de choses à nous dire là-dessus. Ma première question, c'est un peu pour, je dirais peut-être Madame Potvin. Euh, vous n'avez pas la langue dans votre poche, vous non plus. Euh, Est-ce que de façon générale, vous diriez qu'il y a un traitement inéquitable ou même discriminatoire quelque part envers des minorités racisées dans les médias du Québec, dans le traitement des nouvelles, par exemple? Bien, merci de me poser cette question parce que, bon, je pourrais dire que avec les travaux que j'ai faits, les rapports entre majorité, minorité, laissent souvent lieu ou fait place très souvent à qui sont des rapports de pouvoir aussi. Absolument. Et donc, font souvent place à des phénomènes de crise et de traitement médiatique. Donc, il y a tout l'enjeu de la sous-représentation dont vous avez parlé ce matin des personnes, des minorités, mais il y a aussi le traitement médiatique Exactement. des phénomènes ou des situations ou en tout cas des événements ou débats publics aussi autour des rapports ethniques et de la place de différents, des signes religieux, par exemple, ou de la place du racisme dans la société, etc. Et comme moi, je me suis intéressée notamment à la crise des accommodements raisonnables, puisque j'avais travaillé avec la commission Bouchard-Taylor sur le traitement médiatique des accommodements raisonnables pendant cette fameuse crise. Et donc, on voyait un traitement médiatique absolument surréaliste. Hein. On a vu non seulement une surenchère médiatique autour des différentes affaires mises à la une de façon répétitive, qui étaient souvent des faits divers et qui n'avaient rien à voir avec des accommodements raisonnables, qui est un concept juridique hein, pour corriger une situation, comme on sait. Et donc, il y avait une surenchère là, de cabanes à sucre accommodantes en passant par le YMCA. Donc, je vous rappelle simplement ça rapidement. Je ne veux pas y revenir de façon trop détaillée, mais cette surmédiatisation, que certains collègues ont appelé le tsunami
médiatique autour de cette crise a amené non seulement, a eu pour conséquence non seulement d'avoir des effets négatifs à plusieurs égards pour la société en général, mais aussi pour les personnes, parce qu'il y a eu des personnes, des minorités qui ont été menacées de mort, des voisins donc insatisfaits, etc. Mais il y a eu aussi toute une représentation, une construction un peu imaginaire, une panique morale, hein, un concept de Stanley Cohen autour de la construction de crise, qui font en sorte que, une panique morale qui font en sorte que les minorités sont devenues comme un problème de société, érigé en problème de société, donc associé à tout ce qui était demande négative et exagérée, etc., d'accommodement. Et donc, la voix des minorités a été peu entendue. Ça a un effet, je dirais, un impact en termes de spirale du silence, parce que les gens se considèrent de moins en moins légitimes pour porter plainte, pour intervenir dans l'espace public, parce qu'ils se sentent la cible, finalement, Absolument. d'une position décrédibilisée. Et donc, on n'entendait pas les voix des minorités ou presque jamais dans ce Est-ce que ça débat-là. a changé selon votre perception? Est-ce qu'on traîne encore ces stéréotypes et les impacts de ce tsunami qu'a été la crise des accommodements, comme on l'appelait? Moi, je pense que cette crise-là a eu des effets beaucoup plus larges, notamment sur, on l'a vu dans les sondages, mais on l'a vu sur la montée de groupes populistes identitaires. Oui, Parce que dans le contexte de la crise, on a vu apparaître, par exemple, la Fédération des Québécois de souche, qui est un groupe extrémiste, hein. absolument. Euh, on a vu par la suite comment ça a eu des effets politiques sur la, la, le débat sur la charte des valeurs québécoises du Parti québécois qui pensait aller chercher un électorat à travers sa proposition, mais qui a engendré l'apparition de la meute à ce moment-là. Et donc, à chaque fois qu'il y a un pic de crise, si je peux dire, on a vu apparaître des groupes populistes identitaires, voire extrémistes, Québec Horizon Actuel par la suite, et d'autres groupes, en fait, proches de QAnon aux États-Unis, qui, eux, s'en sont donnés à cœur joie sur les médias sociaux parce que les médias sociaux sont apparus à peu près à cette époque Absolument. du début des années 2000 et on a vu une extension d'une banalisation des discours racistes dans l'espace public et donc des On est effets là-dedans. préjudiciables potentiels sur les personnes des minorités, en fait. Euh, Absolument. que ce soit des crimes haineux, hein, les graffitis sur des mosquées ou sur des synagogues, des attaques, là, on l'a vu aussi avec le conflit israélo-palestinien. Donc, on voit comment ces états de crise et de construction de panique morale, même si parfois les médias ne sont pas volontairement en train de penser à créer Non, non. des traitements négatifs, mais la surenchère médiatique fait en sorte que ça construit un état de panique dans la population et en particulier dans la population, dans les régions qui sont moins en Exposé. contact avec la diversité. Et on voit, c'est très documenté, ce phénomène, que les médias ont un impact sur ce qui se passe dans les régions et les représentations des gens dans les régions. Oui. Donc, ça, c'est des impacts pour la société. Je pourrais revenir plus précisément peut-être sur des impacts sur les individus des minorités, sur Oui. les collectivités aussi des minorités racisées. Merci beaucoup. Je vais demander à Madame Garnier là-dessus, parce que vous êtes quand même assez impliquée auprès de réfugiés. Vous comprenez bien la mécanique des salles de nouvelles ou des émissions d'affaires publiques. Et j'aimerais que vous euh, réfléchissiez à haute voix avec nous sur justement les impacts du traitement médiatique qui continue d'être souvent un traitement un petit peu, c'est une nouvelle vague, c'est un nouvel arrivage, on a l'impression que c'est connoté même par des journalistes bétonnés professionnels. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de l'impact sur les gens avec lesquels vous travaillez
et que vous encadrez dans toutes sortes d'activités. Merci beaucoup. Déjà, pour rebondir sur ce que Mme Potvin disait, au Québec, si on reprend la notion de panique morale, dans les choses sur lesquelles moi je travaille, c'est plus les migrations forcées, et puis aussi les migrations temporaires. C'est d'une part la démonisation des demandeurs d'asile autour de la question du chemin Roxham, même depuis qu'il est fermé, ça continue. Et d'autre part, la représentation qu'il y a un seuil de migration intolérable et que depuis des années, il y a trop de migrants temporaires et que c'est plus tolérable. Ouais. Alors, ce qui arrive, c'est que dans ce genre de contexte, alors déjà, moi, ce que j'observe, c'est de façon anecdotique, je n'ai pas fait d'études là-dessus. Les médias, souvent, reproduisent d'abord le discours politique dominant, ça c'est traditionnel, donc ils vont, ce que les politiciens disent, le gouvernement, ou que c'est une menace pour la langue française et tout, ça c'est le premier truc qui sort. C'est légitime parce qu'il faut exposer ça à la population. Ensuite, rapidement, nous, les experts, on est appelés à commenter ça. Et je dirais qu'au Québec, on est quand même souvent appelés à commenter ça. Je fais partie aussi, en plus du CELAT, de l'ERICA, c'est l'équipe de recherche sur l'immigration au Québec et ailleurs, co-dirigée aussi avec des collègues. Et dans ce genre de situation, nous, on demande tout le temps d'intervenir. Là, les personnes qui sont appelées, mais comme en troisième ligne parfois, et encore une fois, c'est mon expérience personnelle, c'est les personnes concernées. Donc, ça peut être, mais là, on va aller demander à des migrants, mais est-ce que les personnes vont encore lire ces articles-là quand ça arrive à la fin? C'est difficile. Et aussi, moi, ça m'est déjà arrivé par des journalistes tout à fait bien intentionnés de me dire, mais vous n'en connaissez pas un là qui pourrait prendre la parole, les médias. Dans 2 heures. Dans 2 heures ou dans... Bon. Déjà, il y a tel projet, est-ce qu'on peut parler aux personnes migrantes que nous, en tant que chercheurs, on a le devoir d'éthique de les garder anonymes aussi. Donc, il faut déjà faire la démarche d'aller leur parler. Nous, les personnes à qui on parle, là, mon projet actuel, c'est sur les déplacés ukrainiens, par exemple, aussi. Alors, eux, ils ont été plus gentiment représentés dans les médias, pour certaines raisons, je pourrais y revenir plus tard, mais ils travaillent souvent 1, 2 jobs, ils ont plusieurs enfants, il y en a plein qui ne parlent pas français. Bon, ils n'ont pas le temps d'aller parler à la télévision ou à la radio. Dans 2 heures. Et puis, mettons qu'ils ont déjà été là depuis un bout, ils ont vu comment c'est les conséquences sur les individus des paniques morales. Donc, ils vont peut-être se retrouver dans ce que Mme Potvin a qualifié de spirale du silence. Donc, ça a des conséquences assez difficiles. Moi, je ne dirais pas qu'on n'est pas présent dans les médias, on l'est, hein. Et je trouve ça mieux que dans d'autres situations. J'habitais en Australie avant, là, on a beaucoup moins notre avis. Bon. Mais il y a quand même des conséquences difficiles pour ces personnes. Et pour ce qui est des régions, par contre, là, je dirais quelque chose que je considère de potentiellement positif. Comme il y a de plus en plus de migrants en région, les gens ont l'opportunité maintenant plus qu'avant de connaître ces personnes. En France, il y a eu des études qui ont aussi montré que les gens des régions, ils votaient plus pour le Front National, mais quand il n'y avait pas de migrants. Là, je me dis, peut-être qu'à un moment donné, ça va faire une différence. Mais je ne sais pas si on peut déjà le mesurer. En tout cas, si vous n'avez jamais vu une émission qui passe sur TV5, qui est faite par un journaliste de longue date ici, je crois qu'il est peut-être d'origine tunisienne, et ça s'appelle Immigrants de souche, et on suit des parcours pendant 1 demi-heure, 1 heure. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment une émission intéressante que j'ai découvert il y a 2 semaines, pour tout vous dire. Merci beaucoup, Madame Garnier. Madame Tepp, alors, Radio-Canada, vous comprenez bien, vous, issue de l'immigration, même femme réfugiée cambodgienne, arrivée ici avec sa famille, qui a monté un certain nombre de marches pour arriver à être une conseillère en EDI quand même. Mais vous comprenez bien le fonctionnement de la salle de nouvelles. Absolument. Puis moi, ça m'a fascinée depuis le début, lorsque j'ai assisté aux conférences d'ouverture, de voir que finalement, on parle de mon parcours, on parle des gens comme moi qui sont arrivés ici, qui ont eu un parcours migratoire, de migration, de changer de pays, d'avoir à s'adapter et de trouver une voie dans les médias. C'est surtout ça. Puis, pour faire une histoire courte, en fait, j'ai décidé de prendre mon expérience personnelle et de le mettre dans mon travail professionnel, parce que pour moi, les médias représentent un 4e pouvoir. Puis, lorsqu'on est mué par tous ces enjeux-là qui sont politiques, d'abord et avant tout, de ressources, d'inégalités au niveau social, de richesse, lorsqu'on est exposé à ça et qu'on l'a vécu de l'intérieur, je pense qu'on est parfois, sinon
trop bien mués par cette volonté-là de vouloir changer le monde et changer le regard que les gens peuvent porter sur nous et non de nous cloisonner en tant que migrants, mais de nous voir aussi comme des humains. Alors, effectivement, vous l'avez bien résumé dans mon parcours, mais c'est un peu ça. J'ai passé 14 ans à faire mon chemin dans le milieu des médias, sur le terrain, comme journaliste, animatrice, productrice. J'ai travaillé au contenu, j'ai mis de l'avant aussi des voix. Je me suis moi-même mise de l'avant pour pouvoir porter ces voix-là. Et maintenant, je me retrouve dans une chaise d'influence dans un média public qui est merveilleux, Radio-Canada, j'en suis très fière. Et mon travail en ce moment consiste à permettre à ces voix-là d'avoir une accessibilité tant devant, derrière caméra, devant, derrière micro aussi. Et pour moi, c'est important de valoriser ce travail-là. Est-ce que vous avez de l'écoute? C'est votre mission? Avez-vous l'impression que ça progresse? On parlait dans le panel précédent qu'on était peut-être à un moment d'une certaine vague, mais Mme Boisvert nous disait, oui, ça peut avancer, mais ça peut reculer. Les féministes en savent quelque chose. Alors, actuellement, vous diriez que les conseils de gens en stratégie comme vous auprès des décideurs de Radio-Canada, l'écoute est là, on donne plus de visibilité et de manière plus intelligente à des gens qui ont un parcours migratoire? Absolument. Puis moi, je pense que, je n'ai pas tous les secrets, évidemment, là, mais je pense que ce qui est important, c'est de comprendre le système des politiques, comment est-ce que l'industrie fonctionne. Si on comprend bien les rouages de l'industrie, comment elle est financée, l'argent, on l'a nommé tout à l'heure, l'argent, c'est le moteur, c'est ce qui permet d'avoir ces projets-là à l'écran. Mais de comprendre le système aussi, les politiques derrière aussi, et tout ce qui touche par rapport aux biais humains, des biais conscients, inconscients, les préjugés que les gens ont. Tout à l'heure, vous l'avez nommé, hein, parfois les journalistes peuvent emprunter des termes qui ne sont pas nécessairement appropriés. Ce n'est pas par mauvaise intention, parfois c'est par méconnaissance, parfois c'est par des acquis qu'ils ont appris tout simplement de leur éducation et parfois parce qu'ils ne sont pas nécessairement exposés à cette différence-là. Et c'est pour ça que c'est important de travailler à différents niveaux pour essayer de changer ces visages-là. Mais il y a plusieurs mesures et politiques, mais pour moi, je le vois vraiment de façon autant que les politiques de l'interne, donc tout ce qui existe dans les sphères décisionnelles, dans les mécanismes, et autant dans être capable de valoriser, de donner cette accessibilité-là, de professionnaliser aussi les gens dans l'industrie pour pouvoir permettre à ces voix-là de s'élever, puis d'atteindre aussi, tout à l'heure, vous l'avez nommé, on en a parlé aussi de découvrabilité. Donc, c'est important aussi, parce que moi, j'en ai eu une émission, puis en même temps, elle répondait à tous ces critères, tous ces besoins-là, sauf que je travaillais à ma TV. Alors, mais j'ai quand même eu un certain succès. Alors, mais quand même, c'est pour vous dire à quel point c'est pas parce que les créateurs n'existent pas. C'est pas parce que ces gens-là ne veulent pas prendre la parole ni d'avoir une voix au sein des médias. C'est parce que l'accès est difficile, on va se dire comme ça aussi. On est dans un milieu ici au Québec principalement. Je peux parler du marché canadien, mais si on parle du Québec aussi, il y a une histoire aussi au niveau de l'identité, il y a une histoire au niveau de la langue aussi, il y a une histoire avec le rapport des migrants qui est différent, qui fait en sorte qu'il y a plusieurs blocages et mécanismes qui sont à défaire dans l'industrie. Madame Potvin, est-ce que vous vouliez nous parler des impacts sur les publics ciblés, qui sont des gens qui sont soit nouvellement arrivés ou de manière d'en parler ou de les représenter dans nos médias ou sur les médias sociaux? Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots là-dessus? Il y a plusieurs types d'impacts, hein. Il y a des impacts psychologiques aussi sur les gens qui ne se voient pas ou se voient de façon biaisée à la télévision. Donc, ils vont dire, c'est ça, on parle toujours de nous quand c'est négatif. J'ai beaucoup entendu ce discours-là, notamment chez les jeunes d'origine haïtienne de deuxième génération qui sont nés ici. Donc, ils disaient, on ne se voit pas, nous, dans les médias. On ne se voit pas non plus dans les manuels scolaires, on se voit pas, etc. Donc, ça crée un effet de représentation, d'exclusion et de ne pas appartenir au nous. Donc, ça a un effet sur l'appartenance ou le sentiment d'appartenance. Les gens veulent se sentir
représentés, veulent sentir qu'on se préoccupe de leur situation dans la télé, les médias, dans le marché du travail, sur le marché du travail, etc., etc. Et donc, ça a un effet de ce type-là, mais ça a des effets aussi, évidemment, lorsqu'on parlait du 11 septembre, etc., il y a beaucoup de chercheurs en psychologie qui ont mesuré les effets de détresse psychologique sur les jeunes, les effets donc de suspicion. Les jeunes se sentent suspectés d'être des terroristes ou d'être associés aux Dans les gangs de gangs. rue chez les jeunes noirs. Donc, ça a des effets non seulement sur l'appartenance, mais aussi sur les rapports ethniques, la suspicion, le fait d'être mal jugé ou mal associé, en tout cas, à des groupes criminels ou quoi que ce soit. Donc, ça a des impacts et ça a effectivement des impacts de représentation donc dans la société sur le climat qui peuvent conduire évidemment à des prises de décision. On l'a vu, des certaines politiques publiques, à force d'entendre des discours répétitifs de chroniqueurs populistes aussi, des fois qui ont quand même une tribune mainstream dans le Journal de Montréal et dans d'autres médias, qui délégitimise ou décrédibilise tout le mouvement woke, par exemple, qui est associé à des crimes de policiers, tu sais, de l'affaire Black Lives Matter, George Floyd, etc. Alors, si les personnes qui sont nées ici ne peuvent pas se prononcer dans l'espace public et participer aux délibérations publiques comme les autres citoyens, bien, leur sentiment d'appartenance à la société québécoise en particulier, qui est une société minoritaire, francophone, etc., mais on est perdant. On est perdant comme société de ne pas être capable d'entendre ou de tenir compte des voix des personnes qui veulent changer des choses, veulent étendre les droits et libertés. Et donc, il y a dans l'espace public, il y a un concept qu'on appelle l'injustice épistémique, c'est-à-dire comment parfois, on le voit avec les personnes noires qui sont traitées de woke, etc., à répétition, les personnes des minorités racisées dans leur ensemble. Et donc, ça a un effet de décrédibilisation des voix et donc, ils ne peuvent plus témoigner dans l'espace public parce qu'ils ne sont pas entendus. Donc, ça décrédibilise et ça empêche d'avoir une possibilité de faire part de changements sociaux potentiels qui permettraient d'être plus équitables et plus égalitaires dans notre société, en fait. Est-ce qu'on peut imaginer avec vous deux comment on inverse cette tendance qui est lourde, répétitive, et Mme Potvin le disait, je veux dire, la force des réseaux sociaux pour modeler une pensée collective négative, même quand on veut s'en tenir à, je veux dire, c'est tellement une déferlante. Comment est-ce qu'on peut inverser? Et encore une fois, je fais un lien avec nos deux conférenciers de ce matin qui ont fait une espèce de cri du cœur pour une humanité plus normale, complexe, qu'on sente que nous sommes augmentés par tous ces parcours, récits. Comment on fait pour inverser ça et que ça paraisse dans nos médias? Question piège. Ben, moi, en fait, c'est le cœur de mon travail. Ben, allez-y donc, Mme C'est clair qu'à Radio-Canada, en ce moment, il y a un vent de changement, mais il est là depuis quelques années. Puis ça a été mué dans toutes les institutions, je vous dirais, en lien avec les événements de George Floyd, George Chacuan, etc. Les migrants ont toujours existé là, à travers les temps et les sociétés. C'est juste que là, ça a été mis en lumière et là, maintenant, les institutions se dotent de politiques, d'équipes, de gens qui réfléchissent comme moi à des mesures, à comment inverser justement ces systèmes-là. Donnez-nous des exemples de ce que vous pouvez faire et vous avez vu des effets. Absolument. Bien, il y a plusieurs mesures aussi. De un, pour le rapprochement avec les communautés. Chez nous, bien, évidemment, on travaille avec des partenariats. Donc, des partenariats dans les communautés, que ce soit avec le festival Nuit d'Afrique, que ce soit avec le festival Fierté aussi, avec aussi plusieurs autres organisations à travers le Canada ou
on valorise notre contenu et on se rapproche aussi des gens pour prendre le pouls aussi sur ce qu'ils pensent de Radio-Canada parce qu'évidemment, nous sommes le diffuseur public. Dernièrement, puis je pense que quelqu'un l'avait nommé aussi, il y a l'exemple de l'émission La Caille-nous, qui est une émission absolument incroyable chez nous, qui permet ce rayonnement-là des créateurs devant, derrière caméra. Donc, on expose la réalité de familles haïtiennes et pour permettre cette accessibilité-là, ce transfert de connaissances pour les créateurs qui sont issus des communautés culturelles, qui souhaitent avoir ce type d'histoire-là aussi à l'écran. On a créé dernièrement un programme qui se nomme Classe de maître, qui permet justement de décortiquer, donc une étude de cas, donc de décortiquer comment est-ce que le producteur Frédéric Pierre a réussi à avoir son idée et à vendre son idée à Radio-Canada. Quels sont les procédés, quelles sont les étapes à faire? On parle autant de la Bible de présentation, l'écriture, puis par la suite, il y a plusieurs étapes aussi au financement. Il y a un financement au niveau du développement de l'écriture. Ensuite, il y a un financement au niveau de la production en tant que telle, donc la pré-prod, la prod, la post-prod. Et par la suite, la valorisation de cette émission-là dans la découvrabilité qui va faire en sorte que elle puisse être accessible à tout le monde, permettre à tout le monde de pouvoir l'écouter. Donc, puis cet événement-là qui a été créé tout récemment cette année a permis à plusieurs créateurs de la diversité d'assister, autant des gens au niveau de la production, de la scénarisation, donc des gens dans les corps de métier qui permettent de produire ces émissions-là aussi. Chez nous, un des programmes que je gère, ce sont des stages EDI, donc des stages qui permettent, parce qu'en fait, à Radio-Canada, on produit très peu maintenant, on produit téléjournal et quelques émissions, mais sinon, tout est dans la cour des producteurs indépendants. Ouais. Donc là, il y a quand même du travail à faire. La plupart des producteurs avec qui nous faisons affaire sont au courant que nous cherchons à diversifier nos équipes autant devant, derrière caméra. Et puis, il y a des mesures aussi là-dedans où les producteurs vont aller chercher du financement pour aller diversifier leurs équipes aussi. Mais nous, dans ce programme-là, on permet en plus à ces producteurs de pouvoir former des gens qui sont issus de la diversité et qui veulent accéder à des postes clés. Parce que dans un de nos objectifs du plan stratégique, c'est d'avoir d'ici 2025, donc c'est demain matin, un poste, une personne dans une position de poste clé dans toutes les émissions factuelles et scénarisées. Donc, dans les postes clés, on parle de producteur, réalisateur, scénariste et premier rôle. Donc, pour nous, ces stages-là permettent permettent à ces gens-là, justement, d'intégrer l'industrie et c'est un stage accélérateur et rémunéré aussi. Rémunéré, quelle bonne idée. Oui, puis souvent, en fait, les gens qui sont choisis, ce sont des gens qui sont de niveau intermédiaire dans leur carrière. Ouais. Alors, il y a plusieurs mesures aussi. On a, comme un bottin aussi qui s'appelle Nouvelle Voix, Contacto, qui permet aux équipes de production, autant à la radio, des réalisations, etc., de découvrir des talents, des voix expertes. On a aussi au niveau du journalisme un programme qui s'appelle Station inclusive qui permet aux journalistes de créer, bâtir ces relations de proximité-là avec les communautés que l'on dessert. Donc, plusieurs autres stratégies, comme on vient de sortir le plan stratégique national autochtone, le plan stratégique au niveau de l'accessibilité. Donc, plusieurs mesures qui permettent autant au niveau de l'identification des blocages pour les gens de travailler avec nous, d'être co-créateurs, mais aussi de changer aussi au niveau des gestionnaires, des gens qui permettent l'employabilité des personnes migrantes. Wow, c'est un bref survol, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail. Puis notre équipe, elle est toute jeune. Ça fait seulement 2 ans et demi que l'on existe, portée par ma directrice générale, Émilie Lagarde, en ce moment. My God, ça, en effet, ça pétille. Madame Garnier, vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas dire qu'on ne parle pas de migration dans nos médias. Et de façon générale, vous faisiez le rapport avec l'Australie. On a quand même le sentiment très clair que les principaux intéressés ne sont jamais là pour analyser leur situation. D'une part, ils n'ont pas toujours les moyens de le faire, mais d'autre part, on n'a pas toujours trouvé la manière d'avoir accès à eux d'une manière
respectueuse pour leur donner une parole dans un temps où ils auront la possibilité. Qu'est-ce que vous voyez comme nouvelle manière de faire que vous auriez à suggérer pour contrer ces impacts dont on parle depuis tout à l'heure sur les gens dont on parle, qu'on ne voit pas ou qu'on stigmatise la plupart du temps? Déjà, je suis très heureuse d'entendre tout ce qui se fait à Radio-Canada, étant donné l'importance de Radio-Canada, particulièrement au Québec, comparé à CBC en Canada anglophone. Mais je dirais une initiative que moi, j'ai beaucoup appréciée parce qu'on m'a demandé d'intervenir là. Et puis, la présidente, ou je crois la créatrice, intervient demain. C'est le site Internet La Converse. La Converse. Qui est une, My God, quelle belle découverte. Voilà, c'est une plateforme. Puis on m'avait dit, ah oui, c'était en lien, j'avais été contactée en lien avec le fait qu'on attribuait la crise du logement aux migrants, là. Bon, moi, j'ai dit ce que j'en pensais. Elle m'a dit, l'article va être publié tant. Je ne connaissais pas leur site, donc je suis un peu allée regarder. Et en fait, eux font énormément d'articles spécifiquement sur les migrants récents et les demandeurs d'asile. Beaucoup à Montréal. C'est des personnes sur le terrain qui font intervenir beaucoup de gens de la communauté. Puis nous expliqueront demain comment ils travaillent. Ça, je ne peux pas en parler. Mais en termes de la façon dont l'article était fait, déjà, la journaliste, l'article n'est pas sorti tout de suite. Ça a pris au moins une semaine de plus. Il y avait moi dedans, mais il y avait au moins 2 ou 3 autres personnes des communautés qui avaient été touchées par justement les effets psychologiques de se faire dire que oui, vous êtes responsable de la crise du logement, alors que bon, les demandeurs d'asile, je veux dire, eux sont les premiers visés par ce genre de problème. Ils n'ont pas l'argent pour aller dans des bons. Avec des organismes qui les soutiennent. Et ils font beaucoup ça. Donc, je pense que c'est très bien. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui n'aura jamais l'audience de Radio-Canada, mais c'est des choses où, sans doute, il y a des bonnes pratiques à comparer. La deuxième chose que je pense qui est importante, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qui me fait très peur, c'est l'impact intergénérationnel. Parce que les enfants qui sont nés ici ont vu leurs parents traités comme ça. Et alors ça, c'est des enfants qui se disent, alors moi, je suis Canadien, je suis Québécois, j'ai droit au chapitre. Comment ça se fait? C'est encore pire, je pense, que pour la génération d'avant. Ces personnes, après, pensent que les médias ne les représentent pas. Puis après, les Québécois, on va dire de souche pure laine, disent regardez, de toute façon, ils ne veulent pas être nous, ils ne veulent pas faire partie de la nation. Là. Ils les rejettent. C'est terrible. Donc, j'imagine qu'une des façons intéressantes d'intervenir, c'est auprès des enfants. Et au Québec, on a une formidable illustratrice et dessinatrice qui s'appelle Élise Gravel, par exemple, qui a écrit un livre qui s'appelle « C'est quoi un réfugié ?» Et alors ça, c'est vraiment un livre accessible, pas cher, que vous pouvez trouver dans toutes les bibliothèques aussi. Bon, il y a eu des controverses autour de ses ouvrages d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas la langue dans sa poche non plus. Mais les ouvrages qu'elle écrit, c'est vraiment sur l'humanité et tout. Elle en a même fait un sur comment lire les médias, qui est génial. Ah, je ne l'ai pas vu celui-là. Il faut le lire absolument, L'attaque des culottes roses ou un truc comme ça. En tout cas, c'est formidable. C'est accessible à partir de 7-8 ans. Donc, elle fait non seulement du travail pour différencier pour les enfants, c'est quoi les médias légitimes et les autres, et en plus pour cette position d'ouverture et d'hospitalité dont les 2 intervenants, M. Meyerbeach en particulier, parlaient ce matin. Donc, je pense que ce qu'il faut... Ce qui est génial avec Élise Gravel, on lui demande tout le temps d'intervenir dans les écoles. Elle dit, moi, les seules écoles où j'interviens, c'est les classes de francisation. J'y vais parce qu'avec mes petits dessins, je peux donner voix au chapitre à des enfants qui n'ont pas encore de voix du tout en français, littéralement, là, et qui les fait participer à des activités québécoises. Le reste des écoles, débrouillez avec mes ouvrages, à la limite. Mais je pense que nous, on a aussi un rôle potentiel en tant que prof de travailler avec les écoles aussi, pour voir comment est-ce que la société d'accueil et les enseignants, parce que c'est ça qu'il faut changer, ce n'est pas les migrants, ils en ont assez à faire comme ça, c'est les institutions d'accueil pour les changer. Et là, je pense que l'école peut jouer un rôle. Je pense que les manuels scolaires ont déjà évolué, et je pense qu'on peut faire des activités dans ce sens-là aussi. Très intéressant. Madame Potvin, je vous vois sourire, vous avez l'air aux anges. Écoutez, c'est parce que moi, j'enseigne sur ces questions de prise en compte de la diversité, comment travailler le vivre ensemble, comment faire comprendre les droits et libertés, comment aux enseignants et aux acteurs scolaires. Et je trouve que c'est la mission fondamentale. C'est vraiment, ça passe par là parce que c'est par eux ensuite qu'on voit se former, qui forment des futurs citoyens. Et donc, les dynamiques à l'école, ça commence beaucoup par là, en fait, sur l'acceptation des uns et des autres, là, et la construction identitaire. Donc, les multi-appartenances, la capacité de s'épanouir puis d'être reconnu, en fait, ça passe beaucoup par l'école. Et si l'école se met
comment je peux dire, en contradiction avec les valeurs des familles ou aliènent les enfants parce que à la télé, parce que dans la société, les familles, par exemple, musulmanes sont moins acceptées, etc., ben, les enfants ressentent ça et l'école a un rôle tellement important à jouer sur la construction et l'appartenance, en fait, des jeunes, surtout de deuxième génération, on est ici parce que, juste peut-être mentionner très, très vite, il y a une enquête nationale qui avait été faite au début des années 2000 et qui comparait le sentiment de satisfaction, de bien-être, le sentiment d'être accepté aussi dans la société chez la première et la deuxième génération, donc chez les personnes migrantes et chez les descendants de migrants nés ici, hein, de deuxième génération. Et les personnes des minorités racisées de deuxième génération étaient les plus critiques et avaient le sentiment d'appartenance au Canada le moins élevé parce que, tout simplement, et ça c'est documenté aussi, ils ont des attentes en termes d'égalité sociale beaucoup Ben oui. plus importantes parce que c'est leur société. Et donc, ils ont fait leur diplôme ici, ils ont obtenu leur diplôme, ils ont fait leurs études, tous les repères culturels, c'est les mêmes que ceux des autres jeunes Québécois. Et donc, les attentes, ils ne veulent pas vivre ce que la première génération a vécu, hein, de se retrouver chauffeur de taxi quand tu as un diplôme en génie, par exemple. Et donc, les attentes sociales sont plus élevées, donc ils ont un regard critique plus important sur la société, mais ça, c'est fondamental dans une démocratie qu'on puisse entendre ces jeunes-là critiquer leur société parce que c'est sain dans une démocratie pour faire avancer les débats publics, hein. Donc, c'est un signe d'intégration beaucoup plus qu'un signe de rejet de la société, selon moi. Donc, Non, mais c'est tellement intéressant. Puis il y a des voix très fortes qui se font entendre de plus en plus et qui, avec beaucoup d'élégance, vont dire ce que nos parents ont accepté de faire pour se faire accepter. Donc, d'être discret, de ne pas faire de vagues, de faire semblant que on est plus blanc que notre peau, que c'est fini ça. Nous ne voulons pas. On veut casser le code. On veut changer les règles. On veut être intégré à part entière. Et vraiment, moi, j'ai vu plusieurs choses et je me réjouis. Notre société a besoin, comme vous dites, Madame Potvin, de ces voix-là, qui sont des voix qui nous additionnent aussi. Et moi, je reviens toujours à cette idée. Madame Tepp, donc vous êtes confiante. Après 2 ans, vous formez du monde dans tous les bouts. Oui, c'est ça. Oui, après 2 ans, je veux Oui. dire, à Radio-Canada. Mais si vous aviez un mot pour nous laisser sur ce que vous voyez qui sont encore les freins les plus coriaces. Ben, et je voulais rebondir aussi. Je crois que l'école est un espace où on apprend à vivre en société, où là, on peut se jauger au niveau de la différence. Mais pour être près aussi des gens qui ne sont pas nécessairement. Il y a beaucoup de gens qui sont des décrocheurs, il y a des gens Bien aussi qui ne sûr. fréquentent pas nécessairement l'école, puis où ces gens-là peuvent faire et vivre aussi pour essayer de constater cette différence-là aussi. Des fois, c'est une question que je me pose beaucoup, mais que je le vois étant sur le terrain que oui, il y a l'école, mais il y a aussi tous ces organismes et ces institutions-là qui existent peut-être ou même les milieux de travail aussi. Moi, je pense que c'est une responsabilisation qui est commune. En ce moment, j'ai un rôle de DI, équité, diversité, inclusion, mais on s'entend que c'est un rôle, une responsabilité qui appartient à tout le monde. Absolument. Alors, c'est pour ça cette éducation-là, cette sensibilisation-là, plus on est exposé, plus on permet d'avoir des modèles aussi et des programmes qui permettent aux gens de pouvoir se professionnaliser. Moi, j'y crois beaucoup et de faire des erreurs aussi. Ça, c'est important parce qu'il n'y a aucun apprentissage sans erreur. Absolument. Alors, je pense que s'il y avait cette ouverture-là aussi, puis c'est beaucoup dans les rôles décisionnels. Moi, je crois beaucoup de mettre les bonnes personnes dans les bons postes clés aussi dans notre industrie, qui va faire en sorte que non seulement on va être capable de porter ces valeurs-là, parce qu'en fait, les valeurs de l'EDI
tout le monde peut les avoir, peu importe nos origines, peu importe nos orientations, nos parcours personnels. Mais est-ce qu'on va être capable de non seulement de les avoir, mais de les porter pour pouvoir changer un système qui est déjà existant? Quelles sont les mesures, quelles sont les portes d'entrée pour les gens d'accéder à ces métiers-là? Comment faire pour que, justement, oui, il y a des réglementations comme le CRTC qui est là pour pouvoir régir des institutions comme la nôtre, parce qu'on est un organisme public, mais sinon, quoi faire pour le privé, quoi faire pour tout cet écosystème-là qui existe. On n'a pas parlé des annonceurs aussi qui sont importants, les agences de casting aussi qui sont importantes. Il y a tout un écosystème dans le domaine de l'audiovisuel qui est là, qui est présent. Pour avoir été comme ce bout de chemin-là dans cette étude que vous faites en ce moment, je peux constater par ma propre expérience personnelle que le réseautage est une des clés fondamentale, à mon avis. Tout à l'heure, il y a une dame qui a posé la question au niveau des artistes, de la diversité, comment faire pour se voir et produire. Mais moi, je pense qu'en passant par ces réseaux-là, parce que lorsqu'on est visible, on porte notre voix, il y a des gens aussi qui peuvent nous aider, nous tendre la main pour pouvoir accéder à l'industrie. Je pense que c'est une des grandes façons. Puis, il y a plusieurs alliances qui existent à travers le Québec, le Canada. Maintenant, des groupes comme il y a la Fondation Dynastie dernièrement, même nous aussi, on est partenaire avec le Gala Dynastie. Il y a le NAWAL aussi qui existe, il y a Coalition Média, il y a beaucoup d'organisations qui existent qui vont permettre à des gens qui font partie de groupes sous-représentés d'accéder à la professionnalisation. C'est très important. Puis un point que je trouve, puis je pense qu'on ne l'a pas vraiment nommé, mais c'est au niveau de la sécurité. C'est que les gens, dernièrement, je vous donne un exemple, il y a une des journalistes qui a gagné un prix, qui est de la communauté noire, qui a gagné un prix au Gala Dynastie. Et puis, elle a fait un discours sur oui, je suis une femme noire qui a gagné le prix, mais est-ce que c'est possible de faire en sorte que ma voix ne soit pas menacée? Parce qu'elle reçoit énormément de commentaires négatifs, racistes, injurieux. Puis, il y a tout cet écosystème-là qui fait en sorte que, oui, on peut être porté de l'avant, on peut avoir nos voix, mais après ça, est-ce que la société, est-ce que le monde peut être là pour nous sécuriser, pour nous dire qu'il n'y aura pas d'impact négatif par rapport à ça? C'est une discussion, peut-être l'objet d'une autre étude. Non, mais le lien que je ferais, moi, c'est avec une des réponses de M. Meyer-Bisch matin, il disait « Les médias peuvent devenir nos alliés, mais les médias ont aussi besoin d'alliés dans la population pour défendre parfois leur prise de position normale, de mettre de l'avant des gens qui viennent de partout, qui ont des parcours différents. Alors, on doit tous être des chiens de garde. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Je vais dans la salle. Une question? Oui, Madame Bray. Ah, ben, allez-y. Qui n'a pas parlé jusqu'ici? Madame. Il y a des gens qui aiment le micro, vous allez vous en rendre compte. Alors, je vous donne d'abord la parole. Vous êtes? Célia Forger. Bonjour, Madame Forger, allez-y. J'aurais des milliards de questions, de commentaires. Je pense que la discussion pourrait durer 3 jours. 3 heures, en tout cas. Je vais essayer d'être bref dans ma question-commentaire. J'ai comme l'impression que par rapport à tout ce qui est dit, donc on parle de donner une voix aux gens qui sont peut-être sous-représentés dans les médias, mais j'aurais tendance aussi à parler des médias eux-mêmes, qui sont peut-être aussi ceux qui donnent le plus la voix aux sous-représentés, ceux qui sont aussi le moins écoutés ou le moins vus. Si je prends par exemple les immigrants de souche, que j'ai regardé, c'est sur TV5 Uni. C'est relativement niché, c'est pas tout le monde qui va voir TV5 Uni, et je pense que ceux qui vont voir TV5 Uni sont déjà très conscientisés. On parle de Radio-Canada, on peut parler du Devoir qui publie des articles sur les migrants. Je sais qu'Adèle intervient régulièrement dans le Devoir, Madame Potvin aussi. Ce n'est pas tout le monde qui lit le Devoir. Donc, la majorité de la population au Québec n'a pas accès ou ne va pas vers ces médias-là pour les entendre ou les écouter. Donc, comment faire quand, par exemple, c'est Madame Potvin qui le disait tout à l'heure, le Journal de Montréal rejoint beaucoup plus de personnes, les radios de Québec, poubelle, vous l'avez dit, je suis québécoise de la ville de Québec. sont beaucoup plus entendues
que d'autres radios qui vont être plus conscientisées. Donc, comment faire pour changer même ces médias-là dont on n'a pas parlé actuellement? Donc, c'est une question que je le lance à tous. Allez-y, Madame Garnier. Moi, je n'ai pas une mauvaise expérience personnelle avec TVA ni le Journal de Montréal. Je suis intervenue à la télé avec Mario Dumont, puis ça s'est bien passé. Sauf que Mario Dumont, après, il est sorti pour dire des trucs qui n'avaient jamais rien à voir avec ce que j'avais dit, par exemple. Je veux dire, on peut intervenir, même à la limite, on se demande d'intervenir, et les journalistes d'investigation aussi de Québécois font du travail de journalistes d'investigation tout à fait correct. Hein. Mais en fait, pour moi, l'enjeu, c'est les chroniqueurs. Là, les chroniqueurs québécois, je pense qu'il y a beaucoup de journalistes de Québécois qui ne seraient pas d'accord avec ce qu'ils disent, et je vais le dire, je ne suis pas sûre si c'est vrai, mais je veux que ce soit écrit dans le rapport qui sera fait sur cette journée. Parce qu'il y a une certaine légitimité, je pense, des journalistes qui sont sans doute, et c'est pareil au devoir d'ailleurs, inconfortables avec les trucs que certains chroniqueurs disent. Or, les chroniqueurs ont une liberté d'action, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire n'importe quoi, ça veut dire ça. Et ça, heureusement, il y a des gens comme Élise Gravel qui essayent d'expliquer aux enfants c'est quoi la différence entre le journalisme d'investigation et les chroniqueurs. Pour moi, il y a des enjeux majeurs là, c'est la fragilisation des médias. Faire du bon journalisme, ça coûte cher. Ça coûte cher, il faut faire des investigations. Un chroniqueur qui raconte n'importe quoi, ça coûte son salaire, puis c'est tout à la limite. Enfin, je veux dire, bon. Et là, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire contre ça. Et j'ai aucune réponse. Mais pour moi, c'est pas la différence entre les médias mainstream et les autres. C'est vraiment journalisme d'investigation et ces gens-là. Vous aviez... Oui, Madame Brett. Dans le micro? Allô? Oui, c'est bon. Oui, c'est simplement proche pour de votre enchaîner, bouche. en fait, c'est pas seulement le journalisme d'investigation, mais le journalisme de terrain, tout simplement, le journalisme Proximité. d'information, de proximité. Et j'inclurais là-dedans les journalistes qui couvrent l'Assemblée nationale, qui, oui, portent le discours des élites. Ils sont obligés, hein, quand c'est le gouvernement qui dit des choses, les ministres qui disent des choses, ils doivent le répercuter et ils ne peuvent pas commenter ces opinions-là. Mais il faut écouter les questions aussi qu'ils posent. Et je pense que le problème, c'est que dans cette salle, il y a peut-être une perception des médias d'information, des journalistes ou des médias dans leur ensemble comme étant plutôt un problème par rapport à la représentation. Mais dans la population, je dirais, qui écoute Radio X, on va dire, il y a plutôt la perception inverse que les journalistes sont des militants pro-migrants, alors que leur travail, c'est de rapporter des faits et d'exposer des réalités, de créer des espaces de dialogue. Donc, c'est vraiment Et comme disait Mme Tepp, les journalistes qui sont eux-mêmes issus de ces groupes sont victimes de... Le quotidien The Guardian avait fait une enquête il y a quelques années qui montrait que les journalistes qui étaient des femmes, qui étaient issus de la diversité, là, j'aime pas beaucoup cette expression-là, mais pour faire court, étaient... Je veux dire, c'était une superposition de probabilités d'être menacées, harcelées et harcelées de manière d'atteinte à leur intégrité physique. Là. Alors, le travail des journalistes là-dedans, il est complexe. C'est un espace médiatique qui est plein de tensions et de diversité. Mais bon, on en parlera encore dans les prochains... Mais c'est une intervention absolument pertinente et merci de l'avoir faite. Jules, vous avez une question des gens qui nous écoutent sur le web. Oui, on a une question de Rouli Richard, étudiant en maîtrise histoire, mémoire et patrimoine et également avocat au barreau de Mirebalais. Il demande comment les médias peuvent-ils promouvoir une représentation authentique et équitable de la culture migrante haïtienne et comment favoriser l'inclusion et la diversité dans leur contenu. Mais oui, c'est une bonne question. Mais je pense que l'exemple, peut-être pourrait-il aller voir l'émission La Caille-nous, qui est disponible sur ICI Télé en ce moment, mais aussi sur notre plateforme tout.tv. Alors, cette émission-là démontre toute cette richesse-là et la diversité. Puis on l'a nommé ce matin aussi, je trouve ça très pertinent. Il faut le dire, la diversité dans la diversité, il y a des diversités. Je ne sais pas pourquoi on dit la diversité, c'est les diversités. Donc, mais pour pouvoir produire, tout part. Tout à l'heure, on parlait d'une des solutions, puis je pense que c'est Stéphanie, vous aviez nommé que ça partait des réalisateurs, mais moi, je pense que ça part aussi de l'écriture, donc des scénaristes, des auteurs. Alors, il faut qu'il y ait des auteurs émergents. Il faut qu'il y ait des gens qui connaissent aussi les codes de l'écriture, qui est absolument
difficile, elle est ardue. Il y a plusieurs Donc, il faut les former. Oui, il faut les former, les reformer pour avoir des standards dans l'industrie. Pourquoi la CAINU a pris autant de temps? Puis moi, j'ai eu cette discussion-là avec André Béraud, qui est notre directeur au niveau des fictions Radio-Canada, puis c'est lui vraiment qui a Porté ça. l'œil et porté ça. Lui-même Et d'origine haïtienne. Exactement, il fait partie d'un groupe surreprésenté, puis il a dit il attendait ce projet-là parce qu'il y a une pression aussi, quand on parle des communautés, là, il y a une pression aussi de performance, surtout lorsqu'on est les premiers. Alors, il faut s'assurer que ces émissions-là soient parfaites. Tout à l'heure, je parlais du droit à l'erreur, mais c'est aussi ça, c'est de créer ces espaces-là pour pouvoir, pour ces gens-là, puissent apprendre aussi et se former et se professionnaliser. Pour moi, c'est la clé. Il faut être présent aussi. Lors d'événements de réseautage, dans les groupes, etc. Puis, tu sais, si je peux parler de mon expérience, mais plusieurs personnes qui commencent dans l'industrie, souvent, ce sont des gens, c'est ça, qui ont une deuxième vie, donc un peu plus vieux. Alors là, c'est un milieu, beaucoup d'appelés, peu d'élus. On essaie de travailler, mais en même temps, souvent, on se retrouve à faire un travail autre que le travail dans lequel peut-être les gens faisaient dans leur pays d'origine, puis ça, je le vois aussi à travers les candidats qui postulent à travers nos programmes, mais c'est un peu ça. Donc, c'est de permettre, tout part du financement, tout part des programmes d'accès, tout part aussi de, c'est ça, pouvoir se former. Oui. Et être présent aussi, il ne faut pas se décourager. Tu sais, tout à l'heure, on se disait, sont où les migrants? Ils sont là, ils sont partout. Là. Tu sais, c'est pas parce qu'ils ne sont pas visibles qu'ils n'existent pas. Au contraire, tu sais, je pense que pour pouvoir intégrer cette industrie-là, être présent puis être visible aussi, il faut faire preuve d'énormément de persévérance, se créer, se bâtir un réseau, saisir ces opportunités-là, ne pas se sentir non plus comme token. Parce que ça se peut. Il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent se dire, ben oui, on m'a prise pour ce poste-là, on m'a pris pour cette position-là parce que je suis un auteur noir, mais pas du tout. C'est parce que tu as du talent et parce que tu as les compétences pour, mais c'est tous ces stigmas-là à défaire, je pense que… Oui. On a déjà écoulé notre temps. Madame Potvin, un mot de conclusion. Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire. Là, je ne sais pas comment conclure, mais on est dans une époque, je trouve, et je fais un petit peu du millage sur ce que Mme Brin a dit. On est dans une époque beaucoup du discours d'opinion. Il y a quelques années, au Journal de Montréal, il y avait d'autres responsables des chroniques qui avaient favorisé la diversité des points de vue. Oui. Et donc, je me souviens, moi-même, j'ai eu une chronique au Journal de Montréal au début des années 2004, 2005, 2007, je pense, pendant la crise des accommodements. Mais à l'époque, il y avait Hubert Reeves, il y avait Julius Gray qui avait des chroniques, il y avait, bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est un profil de gens qui se ressemblent beaucoup dans leurs opinions au Journal de Montréal. Donc, il y a eu un virage très populiste, je dirais, avec des conservatrices, oui, qui va un peu dans le même sens. Donc, ça prend une diversité de points de vue dans un média pour pas justement canaliser des représentations de l'opinion publique dans un seul sens. Et je trouve que le Journal de Montréal a failli à sa tâche à cet égard-là depuis une quinzaine d'années, je dirais. OK. Madame Garnier, un mot de la fin? Juste pour insister sur le fait que c'est la société d'accueil qui doit changer, en fait. Juste dire ça. Et donc, comme on le disait, c'est vraiment notre responsabilité à tous de ne pas être ignorants. Voilà. Absolument. Et j'ajouterais aussi, c'est comme dans une relation, c'est les personnes migrantes aussi à faire ce bout de chemin-là, d'avoir une compréhension de comment est-ce que tout fonctionne dans leur société d'accueil, d'être ouvert aussi, parce que ça peut être facile aussi de rester dans ton monde et de pas s'ouvrir à ta société d'accueil. Donc, je pense que ça vient des deux côtés. Je pense qu'elles étaient magnifiques et que nous devrions les applaudir. Madame Garnier, Potvin et Tepp, merci beaucoup.